Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre télévision qui vous propose ce magazine d'entretien. L'entretien, c'est ce magazine qui met à la portée ou à vos dispositions un invité qui répond à tombeau ouvert. À différentes questions d'actualité aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le coordonnateur de la cellule de communicateurs de la majorité présidentielle pour le Grand Katanga, Monsieur John Numbi Jesse. Monsieur Jesse, bienvenue. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs. Bien, avec vous, on va passer en revue toutes les grandes questions d'actualité au pays. On va débuter ce magazine, bien entendu, par la question, l'actualité, la récente information. Le week-end, il y a eu élection, évidemment, de membres du bureau définitif pour différentes assemblées, notamment celle de 21 provinces démembrées. La majorité a raflé plus de 80%. En République démocratique du Congo, bien entendu, il y a déjà des choses qui se racontent, des intimidations. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport au déroulement de ce scrutin? D'abord, nous devons rappeler que la majorité présidentielle signifie qu'elle avait la majorité au niveau des élections nationales, donc les législatives nationales, mais aussi au niveau des législatives provinciales. Vous vous rappellerez déjà en 2007 que dans cette configuration, nous avions déjà 80% de toutes les assemblées et même celles qui étaient acquises à l'opposition sont tournées pratiquement par quelques temps après à la majorité. Donc ce n'est pas une surprise pour nous, c'est tout simplement la confirmation à la face du monde que c'est un test. C'est un test de popularité et de démonstration que la majorité vient de faire. Aujourd'hui, nous avons réconforté notre majorité. Nous avons démontré que malgré quelques personnalités qui se sont réfractées de la majorité, mais la majorité est restée majorité. La majorité est maintenue, mais il y en a qui parlent d'intimidations. Vous aurez pu intimider les autres pour que vous puissiez réconforter votre majorité, M. Dessé. Ben, vous savez, ce qu'on appelle l'intimidation, en politique, il y a des tractations. Vous savez, il y a des tractations, il y a des négociations, il y a des discussions. Et il y en a eu aussi ici à Lubumbashi. Appelé intimidation, lorsqu'on demande à certaines personnalités de respecter la discipline du parti ou la discipline de la majorité présidentielle, je ne pense pas que ça s'appelle des mots. Puisqu'il y a eu, par exemple, pour ne prendre que le cas du Katanga, 26 votants, il y a eu la majorité, l'opposition avec le G7, avec certains députés. Le constat, c'est qu'il y a eu 26 sur 26. Ben, c'est une démonstration, effectivement, de ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu intimidation, il y a tout simplement eu une expression démocratique d'une manière de dialogue. Nous sommes dans la logique même avec l'opposition, de consensus. Notre problème, ce n'est pas l'opposition ou la majorité. Notre problème, c'était les députés provinciaux. C'était les députés provinciaux que nous devrions convaincre. Donc, en fait, oui, l'électorat, c'était les députés provinciaux. Vous savez, quand vous allez devant l'électorat, vous avez un électorat. Vous n'allez pas dire ce sont des Congolais de l'opposition et les Congolais de la majorité. Ce sont tous des Congolais. Et vous adressez à tous les Congolais. Alors, la majorité est allée parler à tous les députés. Nous avons rencontré tous les 26 députés, voyez-vous. Nous avons rencontré, je vous dis bien, tous les 26. Alors, nous avons discuté avec eux. Il y a eu même ceux qui sont au G7 aujourd'hui, vous les avez rencontrés. Tout à fait, nous les avons rencontrés. Et dans l'objectif de maintenir l'unité au sein de ce corps-là, qui est très important aujourd'hui, surtout en ce moment où nous allons vers un dialogue. Mais nous disons ceci, nous avons organisé en plus, parce que ce consensus, comment ça s'est passé? Parce que les gens pensent qu'il y a eu les intimidations, comme vous le dites, comme si c'était une pression que l'on faisait. Non, on a plutôt rencontré ces personnalités et on a discuté. Il y a eu même ce qu'on a appelé des primaires, pratiquement. Nous sommes la seule... les autres ont parlé des primaires, mais ils ne les ont jamais vécues. Nous, au moins, nous vivons les primaires. Nous avons organisé les primaires au niveau, de l'opposition. au sein de... Eh ben, je ne parle pas de l'opposition, on va y revenir. Je parle plutôt de ceux qui parlent à la télé. Mais nous disons aujourd'hui que nous avons organisé des primaires. Et les primaires, au niveau de l'Assemblée provinciale, ont eu comme résultat tous les membres de la majorité ont compris que le candidat que nous avons présenté, c'était le meilleur et que l'opposition même a adhéré. L'opposition a adhéré, et c'est d'ailleurs la question qui va peut-être évoquée, qui a d'ailleurs été évoquée notamment avec des candidats uniques, M. Dessé, à beaucoup de postes finalement. Il n'y a pas eu de compétition, notamment aux élections. C'est peut-être cela qui justifie que l'élection n'a pas traîné, il n'y a pas eu évidemment cet accrochage entre
les candidats au niveau des élections, au niveau de l'Assemblée provinciale du Katanga, et vous pensez que c'est cela qui doit être fait ou c'est cela la voie normale qui devait être empruntée? Je viens de vous dire qu'il y a eu des primaires au niveau de l'Assemblée provinciale. Pour arriver à un candidat unique, il y a eu une bataille démocratique. Mais tout simplement, nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous déchirer devant les caméras et devant les autres. Nous allons tout simplement nous entendre entre nous et discuter. Ça fait partie de la démocratie. Le désistement, ce n'est pas qu'un monsieur, il se lève. Non, mais quand il désiste, c'est qu'il y a eu des tractations. C'est qu'il a compris, il a fait ses petits calculs. Il a compris qu'il n'aura peut-être qu'une seule voix ou peut-être zéro. Alors, au lieu d'aller avec zéro voix, je préfère bien désister et soutenir une autre candidature. Voilà. Et puis, c'était une stratégie de la majorité, au lieu de nous entre-déchirer, parce que la plupart étaient des candidats de la majorité. Pour la plupart. Pratiquement tous. D'accord. Cette question va s'enchaîner avec celle qui concerne les élections de gouverneurs, d'ailleurs annoncées pour le 26 mars 2016. On va commencer par l'invalidation de certains candidats indépendants, M. Déchet. Une question qui continue à défrayer la chronique. Les candidats dits indépendants, des soi-disant indépendants. Parce qu'en fait, ici, je voudrais définir clairement devant la face du monde ce que ça signifie un candidat indépendant. Un candidat indépendant, c'est un candidat qui ne se réclame pas d'une famille politique ou d'un regroupement politique ou d'un parti politique. Voyez-vous? Donc, c'est une personnalité qui n'est pas membre de cette famille politique. Un candidat qui se présente avec un programme qui n'est pas de la famille politique. Mais regardez, la plupart de ceux que vous appelez candidats indépendants, ils ont un mandat d'un parti politique. Alors, nous avons trouvé que c'était de la triche. Parce que les mêmes qui se présentent comme candidats indépendants, ils sont députés nationaux au nom du PPRD, ils sont députés nationaux au nom des autres partis. Tout ce qu'ils ont eu comme... Non, mais avoir des ambitions ne signifie pas... Avoir des ambitions ne signifie pas ne pas respecter les principes démocratiques élémentaires. Mais s'ils avaient des ambitions, ils n'auraient qu'à quitter leur parti parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas respecter la discipline de leur parti. Ils n'auraient qu'à quitter leur parti pour aller se présenter en indépendant. Mais s'ils quittent... Cette invalidation est légale, c'est ça? Tout à fait. Elle est légale parce que la Cour a dit la loi. Que voulez-vous que moi je dise? C'est pour cela que l'opposition pense même que vous êtes en train d'instrumentaliser la justice. Parce qu'elle prend non, mais quand la loi électorale, M. Dessé. Oui. Est-ce qu'il y a une disposition qui interdit à quelqu'un qui est dans un parti politique et qui a des ambitions de briguer? Non, mais écoutez, vous savez, quand il y a une confusion, quand il y a une discussion au niveau des dispositions de la loi, c'est la Cour qui dispose. Et il y a ce qu'on appelle les jurisprudences. C'est que la Cour a disposé, la Cour a décidé, et après on prend ça en compte comme jurisprudence. Ça existe en droit. Donc la Cour a décidé. Vous parlez d'instrumentalisation. Mais lorsque certains candidats qui étaient demandés en invalidation n'ont pas été invalidés, on va encore parler de l'instrumentalisation? Parce qu'il y en a qui sont restés, qui ont été validés, malgré la demande de la majorité présidentielle. Donc nous pensons que la justice a fait son travail et nous devons arrêter d'être aux abois. Lorsqu'on est incapable de faire sa campagne, on commence à faire trop de bruit. Et d'ailleurs, j'entends trop l'opposition faire du bruit. Mais toutes ces personnes qui ont été invalidées, ils sont de la majorité. Pourquoi l'opposition va s'en faire? Une voix, ces gens-là peut-être de quitter la majorité parce que si, dans la plupart, elles ont des déceptions. Vous savez, je vais vous dire. Vous les ouvrez. Non, je vais vous dire. On ne vient pas dans un parti politique parce qu'on voudrait avoir un poste. On vient dans un parti politique parce qu'on croit à son idéologie. Voilà ce que nous voulons amener, la nouvelle culture politique. Et par conviction. Oui, par conviction. Arrêtons d'aller dans les partis politiques. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont pratiquement des pèlerins. Et ils sont des touristes. Ils sont dans tous les partis chaque matin. Le lendemain, là on me propose ceci, il court vite, il va changer. Non, la politique n'est pas l'instabilité. La politique n'est pas l'art de la fourberie. Non, la politique c'est l'art de la responsabilité. C'est l'art des choix. Si je fais mon choix, je suis membre de l'ECT, j'ai fait un choix. Et je dois assumer ce choix. Si je pense qu'il y a des distances... de la cellule des communicateurs. Oui, coordonnateur de la cellule des communicateurs de la majorité. Si je pense qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je quitte la majorité ou je quitte le parti. Mais je ne peux pas être en même temps dans le parti et prendre des décisions contre mon propre parti. Je pense que c'est irresponsable. Et la majorité a fait une requête qui a été acceptée par la Cour. Nous devons respecter la Cour. Le 26 mars prochain, quelle chance pour la majorité? Parce que vous aurez en face de vous... Nous aurons un gouverneur... très peu de candidats de l'opposition finalement, parce que beaucoup ont été exclus de la bataille.
exclus de la bataille. Non, nous avons invalidé les candidats de la majorité, pas de l'opposition. Voilà. Donc, les candidats de l'opposition sont libres d'être là et nous savons que nous allons les battre à plate couture. Le futur gouverneur Kazembe Jean-Claude, je le félicite déjà. Ah ben oui. Avant même l'élection, monsieur Dessé. Mais je parle de futur. C'est pourquoi je parle de futur. J'aurais dû parler même de gouverneur Kazembe. Mais moi, je l'appelle comme ça. Donc, vous croyez déjà à la force de la majorité présidentielle pour gagner cette élection? C'est plus que même une croyance. Moi, je sais qu'il va passer. Nous allons gagner ces élections. L'honorable Kazembe, que je vais appeler bientôt, plutôt Excellence Kazembe et Excellence Bijoukat, seront bientôt dans la maison de Kassavogo. Voilà. On va parler processus électoral, monsieur Dessé, avec cette fameuse question de la révision du fichier électoral. On en parle sans tabou. 14, 17 mois au-delà de 2016. Voilà, vous savez, moi je voudrais me référer à la réalité. Je ne voudrais pas rester dans les théories de certaines personnalités qui nous disent « Non, c'est possible en 3 mois, c'est possible en ceci, cela », comme nous l'avons entendu, même de certains techniciens de la CENI, malheureusement, parce qu'ils ne sont plus dans la CENI, ils commencent à raconter n'importe quoi. Prenons le cas 2006. Nous organisons les élections 2006 et lorsqu'on fait la révision du fichier, et plutôt l'enrôlement, parce que moi j'étais opérateur de saisie à cette époque-là, nous avons pris 15 à 16 mois. Nous avons pris à peu près 15 mois pour l'enrôlement. Allons en 2011, c'était la révision du fichier électoral. Ça s'est fait, vous savez très bien, province après province, parce qu'on n'avait pas le kit complet pour les déployer dans toutes les provinces en même temps. Alors ça se faisait, lorsque vous terminez dans cette province, vous allez dans l'autre province. Nous avons pris 14 mois. Nonobstant, c'est que j'ai entendu quelqu'un dire que ça s'était fait en 3 mois. C'est vraiment ridicule. C'est comme si on pensait que Kinshasa, c'était le Congo. C'est à Kinshasa où on a fait 3 mois. Mais ce n'est pas partout en RDC où on a fait 3 mois. Vous savez très bien qu'il y a même des gens qui se sont plaints, qui n'ont jamais été enrôlés en 2011 parce qu'on a arrêté si tôt. On a demandé que l'on continue dans le Bas-Congo. Certaines personnes réclamaient qu'on n'a pas su finir parce qu'on avait fait 1 mois et demi et ce n'était pas suffisant pour eux. Donc moi je pense que nous devons être sérieux pour que nous puissions présenter un calendrier, un programme qui soit réalisable et réaliste. Donc aujourd'hui, je pense ici on parle de 15 mois, comme vous le dites. Bon, un technicien, un expert, pas de la CENI, mais un expert, Bonso, Jérôme, lui, de la Ligue je crois des élections indépendantes, quelque chose comme ça, lui, il propose 22 mois. Et chaque fois qu'il a proposé, il avait raison. En 2006, il avait raison. En 2011, il avait raison. Et si lui, il dit aujourd'hui qu'il nous faut au moins 22 mois, je pense que nous devons y réfléchir. C'est pratiquement 2 ans, moins de 2. Et alors, s'il faut prendre toutes ces 2 propositions, alors la question du respect de délai constitutionnel sera écartée finalement. Mais respect du délégué constitutionnel, c'est-à-dire quoi? Le respect... Ça veut dire organiser les élections présidentielles pratiquement avant la fin du mandat du chef de l'État. Respecter la Constitution, c'est organiser les élections plutôt c'est laisser à la CENI de nous organiser les élections lorsqu'elle est prête. Voilà comment nous allons respecter la Constitution. Ce n'est pas aller vaille que vaille pour dire nous allons y aller. Vous savez, les élections, lorsqu'on parle de respect de la Constitution, nous devons la respecter à tous les niveaux. Lorsque les gouverneurs ont dépassé, lorsque les sénateurs sont encore en place jusqu'aujourd'hui, parce que certains sont en train d'utiliser même cet aspect-là, lorsque les assemblées provinciales sont encore là jusqu'aujourd'hui en train de voter d'ailleurs les gouverneurs demain, dans quelques jours, vous vous imaginez, là on ne parle pas de respect de la Constitution. Non, nous respecterons la Constitution. Le chef de l'État ne vous a jamais dit qu'il ne va pas la respecter. Nous allons respecter la Constitution dans toutes les dispositions. Alors, dans toutes les dispositions, c'est-à-dire même l'article 70 doit être respecté. Alors, nous allons peut-être parler de cette dame, Marie-Arena. Si vous l'avez suivi, elle est députée belge. Elle parle du processus électoral qui doit pratiquement être débloqué en RDC parce qu'elle estime que le processus est bloqué. Elle va même très loin en proposant que certaines autorités qui bloqueraient le processus doivent connaître le gel des avoirs. Je pense que si elle doit commencer à parler de gel des avoirs, moi je pense que c'est un comportement d'abord... Et les Belges, vous avez dit? Je pense que nous ne sommes plus en 1960 où on va nous raconter des histoires. L'histoire de la RDC ne doit pas s'écrire en Belgique. Rappelez-vous du discours de Lumumba. Nous écrirons notre histoire nous-mêmes. Donc quand nous arrête avec ces... important pour la RDC, monsieur Jessé.
Non, la Belgique, comme la Zambie, comme le Rwanda, comme le Congo-Brazza, comme l'Angola, sont des partenaires de la RDC importants. Donc moi, je ne vois pas, je ne veux pas que vous puissiez me dire que la Belgique est super importante par rapport aux autres pays. Et par rapport à ce qu'elle a proposé, vous pensez que c'est réalisable, hein? Non, d'abord, elle n'a pas proposé. Il faut débloquer le processus électoral. Prenons la question à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que ça nous met mal à l'aise qu'elle puisse commencer à parler de gel, qu'elle puisse commencer à parler, que c'est comme si elle veut faire de la pression. Non, nous n'allons pas rentrer en 1960. C'est pas la Belgique qui va décider. Formuler une demande au niveau. Formuler une demande n'est pas de donner des ordres. C'est pas de donner des ordres. La communauté européenne ne doit pas se comporter en potentat en RDC. Nous ne sommes plus en 1885 où on va décider de la répartition d'un pays ou de à qui attribuer la RDC ou ceci, cela. Aujourd'hui, nous sommes un État souverain, un État indépendant. Voilà ce que nous nous disons. Débloquer le processus électoral, elle a tout à fait raison et nous pensons que nous devons débloquer. Nous avions toujours dit que le processus est bloqué parce qu'il y a de nos amis qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas regarder la réalité. Qui bloque quoi finalement, M. Dessé? Qui bloque le processus? Ce qui bloque le processus, c'est qu'il y a des contraintes que nous devons relever. Il y a des contraintes que nous devons résoudre, que nous devons nous mettre autour d'une table. Le dialogue est très important pour que nous puissions débloquer. C'est la seule voie royale pour débloquer le processus électoral. Ce n'est pas une affaire d'un homme. C'est pas une affaire, c'est une affaire de toute une classe politique. Qu'on arrête de nous présenter les choses, de ficher les gens, parce que ça, c'est des systèmes un peu coloniaux où on va essayer de stigmatiser certaines personnalités et dire voilà le diable, voilà l'ange. Et là, je ne pense pas que la RDC a besoin de ça. La RDC a besoin de la cohésion nationale. La RDC a besoin... Nous ne voulons pas qu'on nous amène des histoires des Rwandais ou les histoires des Tutsi-Hutus, les histoires en Centrafrique, comme ils ont fait avec la France ou plutôt en Côte d'Ivoire. Nous sommes la RDC. Nous savons comment nous pouvons nous parler et trouver nos solutions à nous. Voilà. Dialogue, vous en avez parlé, M. Dessé. Aujourd'hui, le dialogue n'est toujours pas convoqué. Il a été convoqué, mais il n'est toujours pas organisé. Qui bloque? C'est la majorité ou l'opposition? Monsieur, vous êtes journaliste, vous savez très bien que nous avions donné même des dates. Depuis toujours, nous avions demandé, et il y a des gens qui ne veulent pas venir, donc vous les connaissez très bien. Mais vous savez, d'accord de principe, j'espère. Tout à fait, d'accord de principe, mais nous, quand nous avions, vous savez qu'il y a eu des pré-dialogues, il y a eu des discussions, et sur lesquels points nous nous sommes entendus. Et lorsqu'on devait y aller, il y a eu un préalable, que l'opposition, notamment du DPS, qu'ils ont réclamé une personnalité de la communauté internationale. La communauté internationale a envoyé un certain Djinit qui est passé, il a consulté, il est reparti. Ensuite, l'Union africaine, avec la vaillante Kosozama, ils nous ont envoyé Edem Kodjo, c'est une grande personnalité, vous devez le retenir. Lui qui a été récusé par certains acteurs de l'opposition, M. Dessé, je vous le rappelle. Voilà, on ne doit pas souffler le chaud et le froid. Vous demandez à la communauté internationale de désigner, elle vous désigne, vous dites non, non, nous ne voulons pas de celui-là. Non, il n'a pas été récusé. À ma connaissance, l'UDPS s'est incliné. À la dernière visite, l'UDPS s'est incliné. Ils ont dit, si c'est l'autorisation. Parce que Ban Ki-moon était là. Nous devons avoir des hommes d'État et non pas seulement des hommes politiques. Vous savez, c'est de la diplomatie tout ça international. On ne récuse pas à la télévision comme ça. On dit non, Edem Kodjo, nous ne voulons pas de non, ça ne se fait pas comme ça. L'UDPS, il y a d'autres forces politiques qui sont restées dans leur logique. Lesquelles? Pour ne parler que du Front citoyen, la dynamique de l'opposition, le G7 qui sont restés dans leur position initiale. Non mais M. José, vous savez très bien, même quand vous citez là, que c'est des noms qui ne pèsent pas. Mais il y a une opposition dans ce pays. Il y a une opposition. Vous insinuez quoi? Non, je n'insinue rien, monsieur José. Il y a une opposition dans ce pays, c'est l'UDPS. Alors tous les autres, ce sont tout simplement des agitateurs. Ils sont en train de chercher comment se greffer et se faire un nom. C'est tout simplement ça. Ce sont des grands noms, monsieur José. Oui, c'est des grandes personnalités que je respecte. Avec notamment des grandes personnalités qui sont là. Ok, faisons la part des choses. Il y a des grandes personnalités et il y a des partis politiques importants. Je respecte les grandes personnalités qui existent dans le G7. Je respecte les grandes personnalités qui sont dans la dynamique ou dans le Front citoyen. Il y a des grandes personnalités. Mais parlant de la force de l'opposition, c'est l'UDPS qui est l'opposition. Vous le savez très bien, on ne va pas se voiler la face. Moi, je ne veux pas faire distribuer les cartes des vrais opposants et des faux opposants. Moi, je dis ils sont tous dans l'opposition, mais ils sont représentés par la fille mère de l'opposition, comme elle s'appelle elle-même, c'est l'UDPS. Mais si alors, nous disons qu'à lieu, l'UDPS accepte finalement, les autres ne viennent pas. Mais le dialogue risque de perdre son caractère inclusif. Vous pensez que si l'UDPS venait, ils ne vont pas venir?
Ils viendront. Mais ils sont dans l'air logique, ils disent Ils non. viendront. Ils viendront, M. José. Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils vont venir finalement? Regardez, lorsque Edem Kodjo arrive à Kinshasa, nos amis disent que nous n'allons pas y aller. Mais à la dernière minute, je vous informe qu'ils étaient dans les couloirs alors que Edem Kodjo était en train de partir. Il ne les a pas reçus, mais ils étaient là, en train de chercher l'audience. Parce qu'ils ont compris que l'UDPS sera là. Parce qu'ils ont compris que le MLC était là. Je vous informe qu'ils seront là. Et c'est quand finalement? Ah voilà, bon. J'étais en train de vous dire, j'étais en train de vous dire que si ça traîne, c'est pas de notre faute. Ils ont demandé que ce soit la communauté internationale qui intervienne avec qui désigne un médiateur, un modérateur que nous appelons modérateur. Il a été désigné, il est venu en consultation, il n'a pas encore donné les rapports au chef de l'État. Il est rentré à Kinshasa il y a deux jours, je crois. Nous pensons qu'il va rencontrer le chef de l'État incessamment, lui présenter ses rapports, et le chef de l'État va convoquer un comité préparatoire. Donc moi, à mon entendement, je pense que début avril serait le moment indiqué pour avoir le comité préparatoire, et probablement dans les 10 jours qui suivront ou les 15 jours qui suivront, nous aurons la convocation du dialogue. Donc en avril, absolument, je pense que nous serons à Kinshasa pour dialoguer avec tous. Je vous assure, ils seront là. Parce que ceux qui sont en train de... Bon, moi, je parle de l'opposition, en fait. Je préfère parler de l'opposition, donc... L'opposition de manière générale. Voilà, l'opposition sera là. Voilà. Alors, dans ce même registre de dialogue, certains acteurs politiques proposent qu'au terme du dialogue, il y ait une transition, puisque le glissement étant déjà consommé par rapport aux faisabilités, à tout ce qu'il y a, il faut qu'il y ait... C'est vous qui le dites, hein. Ce sont les acteurs, certains acteurs politiques de l'opposition, bien entendu, et les autres. Ils disent qu'il faut qu'il y ait une transition sans le président Kabila. C'est une proposition. Et comment vous l'analysez? Qu'ils viennent au dialogue, on va discuter. Je ne peux pas analyser leur proposition. Bon, même si la proposition me paraît un peu démesurée, mais bon, je me dis qu'ils viennent avec. Demain, je vois pourquoi, M. Dessert. Vous savez, quand nous disons que nous devons respecter la Constitution, nous la respecterons. De la première jusqu'à la dernière, du premier jusqu'au dernier article. L'article 70 doit aussi être respecté. Vous voulez dire quoi? Je voudrais dire que le chef de l'État ne sera remplacé que par un président élu. C'est la Constitution. Dans le contexte où les élections sont organisées dans le délai prescrit même pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est dit. Allez-y. Ce qui est dit, c'est que le chef de l'État reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça, c'est l'article 70. Alors, d'où viennent les autres interprétations? Pour ne prendre que le professeur... Ce ne sont que des opportunistes. Pour ne prendre que le cas du professeur Tchibango, je le précise, il est professeur en droit à l'université de Kinshasa, qui lui dit, après la fin du mandat du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui peut bien conduire cette période transitoire pour organiser les élections. C'est un mensonge. Vous savez, les scientifiques de la RDC se sont corrompus. Et ça, c'est ce qui est marrant. Parce que nous avons constaté des professeurs qui avancent des arguments par rapport à leurs appartenances politiques. Et ça, c'est marrant. Les scientifiques devraient rester juste au milieu. Regardez, la même disposition dit que les assemblées provinciales sont remplacées par une assemblée élue. Vous avez déjà lu ça? C'est la même disposition qui vient aussi au niveau de l'article 70. Pourquoi on fait la différence? Pourquoi vous voudrez que si c'est pour les assemblées provinciales, là on les laisse partir, si c'est pour les gouverneurs, on les laisse continuer, on ne va pas les remplacer donc, par... c'est une mauvaise interprétation de la loi. C'est une interprétation erronée de manière intentionnelle. Et c'est très dangereux parce qu'un scientifique doit rester neutre. Un scientifique doit rester dans la science et non pas essayer de tronquer la science pour essayer de l'habiller à la manière de l'opposition. Nous connaissons quelles sont les tendances de l'homme dont vous parlez. Voilà, on va parler du symposium du G7, peut-être l'avant-dernière question, le symposium du G7 qui a été organisé à Lubumbashi. Le G7 qui a fait des recommandations par rapport au processus électoral. La première proposition, M. G7, c'est notamment la requalification de la CENI. Le G7 qui ne fait plus confiance à la CENI. Quelle est votre lecture? Monsieur José, je pense que le Congo est en train de découvrir qui sont les vrais, si je puis utiliser ce terme, bloqueurs. Ceux qui sont en train de bloquer le système électoral. Nous avions organisé les élections en 2011, quand j'ai dit nous, c'est la République démocratique du Congo. Après ces élections, il y a eu tout ce qu'il y a eu et tout le monde a dit Mulunda doit partir. Le vaillant révérend est parti. Quelques années après, on nous dit non, lui au moins, si c'était lui, on commence à revenir sur les prouesses. C'est un peu marrant en RDC
on ne reconnaît les mérites que quand la personne n'est plus là. Quand Moulounda était là, on l'a accusé de tous les maux. Quand il n'est plus à la CENI, on commence à recourir à lui. On commence à appeler les Njoli, qui commence maintenant à donner les conseils. C'est vraiment marrant. Le G7 propose que l'on puisse requalifier la commission électorale nationale indépendante. Je pense que c'est dans leur droit de faire des propositions, mais vous savez que ça coûte un temps. Ça coûte un temps si nous devons rediscuter. Et vous savez pourquoi ils demandent ça? Ce n'est pas pour les intérêts de la RDC. Mais d'abord, il faut aller, ils ne sont pas représentés dans la commission. C'est ça exactement, vous avez bien tapé. C'est aussi une question de fond. Ils veulent... Non, c'est aussi une question d'intérêt perso. Ils veulent être là, ils se disent, ben, nous sommes une nouvelle plateforme, ils veulent s'exprimer. Qui doit être représenté dans mais importante par rapport à quoi? L'importance des forces, c'est par rapport aux élections, c'est pas par rapport au nom, c'est par rapport aux élections. Ben, aujourd'hui, ils n'ont pas encore participé aux élections, mais attendons les élections, nous verrons leur importance. Ne commencez pas à faire l'amalgame des choses. Il y a le G7 et puis il y a des personnalités qui sont dans le G7, que nous respectons bien. Et il y a des personnalités qui sont dans le G7 qui représentent beaucoup. Qui pèsent pratiquement sur l'échiquier national, M. Dessé. Ben, c'est vous qui le dites, vous êtes journaliste, donc vous avez les éléments pour appuyer cela. Non, mais moi, je n'ai pas les éléments pour appuyer cela. Ils étaient avec vous à la majorité présidentielle. Mais être connu, mais est-ce que vous savez que Saï est plus populaire que quiconque là? Est-ce pour autant que Saï devait être élu président de la République? Saï n'est pas dans le secteur politique, M. Dessé. C'est pour dire que la popularité ne suffit pas. Encore faudra-t-il être élu. Vous savez qu'on peut bien vous connaître, mais pas vous élire. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire tout simplement que vous devez présenter quelque chose. Vous savez qu'il y a la plupart de ceux qui parlent opposition là, ils n'ont aucun cahier devant eux. Ils n'ont aucun projet de société devant eux. Est-ce que vous avez déjà écouté pendant les 5 années plutôt du mandat du chef de l'État, les 5 années qui vont bientôt arriver à son terme, est-ce que vous avez entendu l'opposition présenter ou discuter sur des questions de fond, présenter un projet de société alternative? C'est pour ça que nous disons que l'alternance est impossible en RDC, parce que ces gens-là n'ont rien. L'alternance est impossible, pourquoi, M. Dessé? C'est impossible parce que le peuple ne peut pas confiance en des personnes qui ne proposent rien. Tout ce qu'ils ont dans leur tête, ou plutôt dans leur bouche, c'est Kabila. Moi, je pense qu'ils sont hantés par le nom de Kabila. Pour eux, l'alternance, c'est au niveau de la personne et non du système, c'est ça? Nous disons qu'il n'y aura pas alternance. Pourquoi? Parce que nous allons gagner ces élections. Et nous allons continuer à gérer ce pays. Non, parce que le chef de l'État, selon la Constitution, ne sera pas encore... Je ne parle pas du chef de l'État, je parle de ma famille. Je parle de ma famille politique. Parce qu'en fait, l'alternance, ça signifie quoi? L'alternance politique signifie que le pouvoir va changer de camp. C'est ça l'alternance politique. On essaye. Ben oui, nous allons continuer. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher, monsieur José? Qui va nous empêcher? Nous avons la majorité et le peuple, ils sont en train d'ailleurs de se disqualifier en se présentant. Ils n'ont qu'une seule, un seul projet de société dans leur tête ou dans leur bouche, c'est Kabila. Voilà. Alors, on va refermer ce magazine d'entretien par l'autre proposition du G7. Le G7 pas une proposition, mais qui était en train de remettre en cause ou décrier la situation économique qui s'est détériorée en République démocratique du Congo, en prenant en compte notamment le cas de la ville de Lubumbashi, avec notamment ce communiqué final qui a été lu par Olivier Kamita Touetiou, qui a évidemment remis en cause la recrudescence ou la détérioration, voilà, de la situation économique, le cas de la province du Katanga avec ce fameux problème de la montée ou de cette hausse de prix de maïs au niveau de la ville. C'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons beaucoup de politiciens, mais nous avons très peu d'hommes d'État. On devait avoir honte de tenir un tel langage. Il y a quelques mois, c'était le ministre du Plan. Quelques mois. Et s'il tient un tel langage, je suis désolé. Et c'est un économiste qui parle. Je suis économiste et je dois vous dire que les retombées économiques ne sont pas toujours, n'arrivent pas à court terme, ne sont pas toujours à court terme. Et surtout dans ce domaine-là. Dans le domaine de la croissance, c'est que les actions que vous posez aujourd'hui n'auront des retombées que dans quelques mois et dans quelques années. Donc ce que nous vivons, je pense que c'est le G7 qui nous l'a laissé. Vous voulez dire quoi? Vous parlez de Lubumbashi, non? Explicitement. Vous parlez de Lubumbashi. Non, mais vous parlez de Lubumbashi. Vous parlez, mais décrier par rapport à quoi? Soyez un peu sérieux. Monsieur José, quand on cultive, ça prend des mois, non? Quand est-ce qu'on a commencé à cultiver au Katanga? Est-ce qu'on devait cultiver quand le G7 est parti dans le G7? Ils sont partis en quel mois? Puisque la Zambie, mais regardez, bloc.
Au niveau interne, il y a des villages qui doivent approvisionner le centre urbain. Il y a aussi un problème de route qui pose problème. Monsieur José, non, il n'y a pas que ce problème-là. Il y a un problème organisationnel. Dans cette province, nous avions des projets agricoles. Où est ce projet-là? Où sont le maïs qu'on était en train d'entreposer? Où sont-ils ces maïs? On nous a dit, Monsieur José, vous le savez. Monsieur José, vous savez très bien. Ne me faites pas dire des choses. Je vais vous présenter juste un petit élément. Dans cette province, on nous a présenté les 500 hectares par entreprise minière. Et il y avait ici plus de 450 entreprises minières. Essayez de faire l'extrapolation. Voilà, essayez de faire des calculs, messieurs. Vous verrez combien de tonnes de maïs on devrait avoir. Vous pensez que ces tonnes existent quelque part? Où est-ce que nous en sommes? Mais nous devons être capables. Un homme d'État, il est capable d'assumer aussi ses responsabilités. Il ne suffit pas de jeter la pierre sur l'autre. Il faut d'abord commencer par assumer ses propres responsabilités. Je pense que si M. Kamitatou a parlé ainsi, je suis vraiment désolé. C'est vraiment désolant. Voilà. Mais nous devons savoir que nous avons, moi je pense, que nous avons des responsabilités. Ce qui arrive à la ville de Lubumbashi est inacceptable. Même si ceci arrive chaque année. Même du temps où le G7 était au pouvoir, ça arrivait chaque fois au mois de mars, au mois d'avril, c'est arrivé. Non, mais le G7 était au pouvoir, vous voulez dire quoi précisément? Mais non, mais monsieur José, vous savez que tous les membres du G7, ils viennent de la majorité, non? Vous le savez. Non, mais et ils ont occupé des postes importants. Au niveau de l'exécutif, il n'y a pas... Mais même au niveau de l'exécutif, monsieur José, ils étaient là. Ils étaient là, vous savez très bien. Non, mais finalement, ils n'ont pas dirigé la province, parce que pour ne prendre que Moïse Katumbi... Soyons clairs, au symposium, il était comme un invité du G7. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Soyons clairs, M. Dessé. Alors, donc Kamitatou était en train de parler de lui, alors. Non, mais, et là, c'est grave. Mais c'est vous qui dites que le G7 mais vous venez de citer une personnalité qui était avec eux, n'est-ce pas? Et vous dites que Kamitatou s'est attaqué à ceux qui ont dirigé. Alors, cette personnalité était à côté de lui. Il s'est donc attaqué à lui. En cause par rapport à la gestion actuelle, pas à ceux qui ont dirigé. Non, mais c'est ce que je venais de dire. Nous devons d'abord assumer, parce que la gestion ne se fait pas du jour au lendemain. La gestion, c'est sur une période. Un homme d'État, il assume d'abord ses responsabilités. Je reconnais mes faiblesses. Voilà ce que je vous ai laissé. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement... Vous êtes en train de faire plutôt un aveu d'échec. Ils sont en train de faire un aveu d'échec. Voilà, M. Dessé, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule des communicateurs de la majorité présidentielle dans le Grand Katanga. Cet entretien est arrivé à la fin. Un résumé de tout ce qui a été dit. Ce que nous disons, c'est que le peuple congolais doit ouvrir encore l'œil et le bon pour éviter d'être embrigadé par les politiciens et que nous devons plutôt ouvrir l'œil et savoir pour qui nous devons voter. Nous, la majorité, nous avons un programme. Nous avons un bilan que nous allons présenter et nous avons un programme pour la continuation de ce travail que nous avons commencé. Mais il y a les autres qui n'ont pour projet que Kabila, Kabila, Kabila. Et nous nous disons, il l'aime tellement, peut-être que c'est eux qui militent pour qu'il puisse demeurer. Mais nous nous disons, le chef de l'État, il est là, il va nous amener aux élections incessamment. Et nous invitons tous les Congolais à faire pression sur ces opposants, ces soi-disant opposants, qui prétendent aimer le Congo, mais qui ne visent que leurs propres intérêts. Nous disons aux Congolais, faites pression, comme la société civile l'a fait, faites pression sur les politiciens, qu'ils s'entendent. Nous n'avons pas besoin de déchirements, nous n'avons pas besoin de ce qu'on appelle la rue. On ne prendra plus jamais le pouvoir dans la rue. L'article 64 est clair. Nous ne laisserons jamais personne prendre le pouvoir par des moyens non démocratiques. Voilà, madame et messieurs, cet entretien est pratiquement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons échangé avec monsieur Jesse John Numbi. Il est coordonnateur de la cellule de communicateurs de la majorité présidentielle pour le Grand Katanga. Monsieur Jesse, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, José.